conscience que nous nous retrouvons dans des circonstances un tout petit peu inhabituelles ce soir. Et puis alors, la situation a quelque chose de comique, parce que je vais parler à l'école de La Fontaine, de l'esprit de la solitude, de l'esprit de la retraite, du fait de vivre à l'écart du monde, et même de l'éloge de la vie cachée dans les fables. Et voilà qu'évidemment, ça coïncide avec une sorte de surexposition médiatique, mais qui n'est qu'apparente, mesurée, rassurez-vous, surtout. En tout cas, vous vous demandez peut-être ce soir, du coup, quel lien il y a entre l'évocation que je viens de faire, de la solitude, de l'esprit de la retraite, de l'éloge de la vie cachée et de La Fontaine. Et pourtant, c'est bien de cela que nous allons parler. Et peut-être vous demandez-vous quel rapport il y a entre cet éloge de la retraite et de la vie cachée et l'oisiveté, le loisir, le temps libre. Le temps libre, nous y aspirons tous, nous le cherchons, et si j'ai choisi cette année de retenir comme thème de cette année l'oisiveté, le loisir, le temps libre, c'est simplement pour rappeler le sens profond de ces mots. Le loisir, je l'ai déjà dit lors de la première conférence, c'est d'abord le temps privilégié du sage, celui qui cesse d'agir pour se recueillir. Et c'est à l'école de ce loisir-là qu'une expression un peu passe-partout, celle du temps libre, prend peut-être tout son sens. Le temps libre, à l'école du loisir du sage, devient vraiment le temps de la liberté. C'est l'idée des conférences de cette année. Et c'est un peu aussi comme une consolation que j'adresse aux étudiants d'Hippocagne et de Cagnes qui sont venus nombreux. Peut-être l'oubliez-vous parfois au détour de vos semaines, mais en fait, si on y réfléchit bien, pendant ces années d'études que vous avez ici, vous n'avez que du temps libre. Vous vivez dans le loisir permanent et c'est un luxe que le monde entier vous envie. Alors, ce soir, vous avez pris peut-être un peu de votre temps libre pour venir ici, peut-être aussi pour en trouver davantage de ce temps libre, car je crois pouvoir dire, en tout cas c'est ce que je voudrais essayer de montrer ce soir, que les fables sont une véritable école de liberté intérieure. Ceux qui, lors de la première conférence, se sont un peu initiés à la lecture de Pétrarque ont peut-être le sentiment qu'un peu brusquement, sous couvert d'une continuité intellectuelle fortement pensée, je glisse, sans aucun ménagement, d'une valeur de l'oisiveté à l'autre. Pétrarque, nous l'avions vu, relie ce motif légué par l'Antiquité du loisir à la lumière de la conversion de saint Augustin, à la lumière aussi de la vie des Chartreux qu'il contemple depuis sa maison et auquel il adresse son traité. Quel contraste, me direz-vous, avec La Fontaine. La Fontaine, que l'on connaît comme l'auteur des fables, que l'on connaît comme l'auteur de contes facétieux, que l'on voit peut-être un peu comme un poète pour salon mondain, et ce n'est pas totalement faux. Et puis La Fontaine aussi, que l'on sait être un des grands épicuriens du XVIIe siècle. À croire que nous sommes passés de l'oisiveté comme image de la vie religieuse, de la retraite des moines, c'était le parcours que nous avait proposé Pétrarque lors de la première conférence, à l'oisiveté comme tout à fait autre chose, comme un divertissement aristocratique et mondain. Et pourtant, si, en lisant attentivement les fables, on cherche dans les vers de La Fontaine des figures du loisir, de l'oisiveté, on rencontrera souvent, et de plus en plus, dans ce qu'on appelle le second recueil, que je vais surtout évoquer ce soir, le motif de la retraite, le motif de ce qu'au XVIIe siècle on appelle le désert, nous dirions ermitage, nous, ce qu'au XVIIe siècle encore on appelle une solitude, c'est-à-dire un lieu dans lequel se retire le sage. Je ne sais pas si les écoliers de France, qui apprennent depuis leur plus tendre âge les fables, je ne sais pas surtout si leurs maîtres, qui les leur font apprendre, se rendent compte combien les fables prêchent en un sens l'esprit de la retraite. Et pourtant, c'est le cas, c'est ce que j'aimerais montrer ce soir. Le songe d'un habitant du Mogol,
que je voudrais lire avec vous ce soir, auquel je voudrais revenir plusieurs fois, vaut ici comme un symbole, comme le symbole d'une aspiration qui traverse toutes les fables et que résume la formule bien connue de ce poème, loin du monde et du bruit. La fable, en évoquant ce lieu, loin du monde et du bruit, célèbre une distance idéale qui apparaît comme la condition du bonheur, du repos, et aussi, et ce n'est pas rien pour La Fontaine, la condition d'une vraie expérience poétique. Il faut être loin du monde. Mais, pourrait-on dire, question naïvement géographique, à quelle distance exactement du monde ? Parce que, ne soyons pas naïfs, La Fontaine ne prétend nullement se retirer à la trappe. Ce n'est pas du tout son genre de beauté. Il ne prétend pas même vivre loin des salons aristocratiques qu'il continue de fréquenter à Paris et dont, pourrait-on ajouter, il a besoin pour vivre. Besoin indispensable. Quel est ce lointain vers lequel il veut nous conduire ? Cela vaut le coup d'abord d'entendre, peut-être, cette aspiration de la fable, cette aspiration qui, vous allez le voir, devient plus profonde et plus vibrante dans la seconde partie de la fable de La Fontaine. Vous avez, comme à chaque fois, un petit livret sous les yeux, le songe d'un habitant du Mogol, c'est le texte 5, les fables sont classées dans l'ordre du recueil. Jadis, certain Mogol vit en songe un vizir, aux champs élysiens possesseur d'un plaisir, aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit une autre contrée, un ermite entouré de feu, qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla tant il en fut surpris. Dans ce songe, pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude. Cet ermite au vizir allait faire sa cour. Si j'osais ajouter aux mots de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais ? Oh, qui m'arrêtera sous vos sombres asiles ? Quand pourront les 9 sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes, par qui sont nos destins et nos mœurs différentes. Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets, que je peigne en mes vers quelques rives fleuries. La parque à filet d'or nous dira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris. Mais voit-on que le somme en perde de son prix ? En est-il moins profond et moins plein de délices ? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Comme c'est le cas dans nombre de fables, mais d'une manière beaucoup plus appuyée qu'ailleurs, chez La Fontaine, l'art de la fable, ce petit récit qui s'achève par une leçon bien tournée, l'art de la fable cède la place au chant lyrique. On aurait pu penser à lire la première partie de la fable qu'il s'agissait d'un simple enseignement sur les apparences trompeuses. Le véritable ermite, le véritable solitaire n'est peut-être pas celui que l'on croit. Et derrière l'ermite se cache peut-être
un affreux mondain, et derrière le mondain, en fait, un solitaire qui s'ignore. Mais vous voyez bien que la fable, en réalité, va beaucoup plus loin. Et le jeu qui se fait entendre dans la seconde partie de la fable n'ajoute rien au discours de l'interprète. Je veux dire par là, il ne cherche pas à développer une autre interprétation du petit récit moral qu'il nous a fait entendre. Ce qu'il fait est très différent. Il introduit à l'intérieur même de la fable un nouveau registre, une nouvelle forme d'expression. La seconde partie de cette fable se présente comme un éloge de la vie solitaire. On avait déjà trouvé, je choisis le titre à dessein, cet éloge de la vie solitaire chez Pétrarque, mais ici il se déploie autrement, sur un mode lyrique, nettement. C'est l'expression d'une aspiration personnelle, mais aussi, et ceci donne à ce texte quelque chose de poignant, l'expression d'une absence. Quand pourront les 9 sœurs? Quand pourrais-je goûter cette retraite? Quand pourrais-je vivre vraiment sous l'ombre et le frais? Quand cela sera-t-il possible? Et cette question est comme suspendue dans tout le second mouvement de la fable. Il semble que ce soit une joie, un bonheur que le poète pressent, mais qui est comme à jamais retardé. Ce texte, cette seconde partie de la fable, est extraordinairement virtuose. Il condense en quelques vers la plupart des représentations léguées par la tradition littéraire du loisir du sage. Tout s'y retrouve ou presque, et selon des modalités variées qui sont ici mises ensemble, rassemblées, dont le texte fait la synthèse. On y trouve l'éloge de la vie rustique dans la seconde épode d'Horace, qu'il est heureux, loin des soucis, des affaires, des peines, celui qui cultive son champ. Si je le dis en latin, l'espace d'un instant, pardon. Mais beatus il qui procul negotiis, loin du negotium, c'est-à-dire loin de, nous en avions parlé la dernière fois, loin de ce qui est le contraire de l'otium. Loin, autrement dit, de ce qui est le contraire du loisir, du temps libre, de cet espace intérieur qui est disponible pour la sagesse. On trouve aussi dans ce désir d'être loin du monde et du bruit un autre texte d'Horace, la haine du vulgaire, l'Ode 3, ça c'est un vers archi-célèbre, Odi profanum vulgus, qui chante la liberté conquise par le sage qui vit retiré, et dont on retrouve des accents dans une autre fable qui peut apparaître comme un éloge de la retraite, Démocrite et les Abdéritains. C'est le texte 3 sur vos livrets. Je lis simplement les 2 premiers vers. Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire. Pourquoi tant de haine, pourriez-vous dire, contre le vulgaire, contre ce profanum que le poète décide de haïr de toutes ses forces? Eh bien parce que le vulgaire ici, c'est la foule d'Abdère, la cité de Démocrite, qui croit que Démocrite est un fou, et qui même pousse l'outrecuidance jusqu'à appeler au secours du pauvre Démocrite Hippocrate, le médecin, en disant « Mais s'il vous plaît, le cerveau lui a tourné, il est devenu fou, venez le soigner, venez à son aide », alors que c'est lui, Démocrite, retiré de la cité, loin de cette folie du peuple qui est le sage, qui est le vrai sage. Et Hippocrate vient, mais Hippocrate ne vient pas pour soigner Démocrite, il vient pour se mettre à son école, pour deviser avec lui, au moment où, précisément, et comme par hasard, Démocrite s'intéresse à ce qui fait la raison humaine. Loin du monde et du bruit, c'est être loin du profane, du vulgaire, qui ne comprend rien à rien, qui mélange la folie et la raison, et qui même, pire, voit toujours la folie là où se trouve la véritable sagesse. Horace, mais aussi Virgile, dans ce texte du songe d'un habitant du Mogol. Je l'ai indiqué sur le livret, goûter l'ombre et le frais est une traduction immédiatement identifiable pour le lecteur cultivé de La Fontaine d'un passage célèbre des Bucoliques de Virgile.
Heureux vieillard, ici au milieu des cours d'eau familiers et des sources sacrées, tu cherches l'ombre et le frais. Et donc ici, tout d'un coup, ce qui apparaît à nos yeux, l'espace de ce demi-vers, c'est tout ce monde des bucoliques, ce monde de la pastorale, ce monde où les bergers vivent dans une sorte d'âge d'or. Et surtout, et c'est le texte le plus important pour le songe d'un habitant du Mogol, l'un des passages les plus célèbres des Géorgiques du Virgile. Celui qu'autrefois, la plupart des écoliers de France avaient un jour traduit dans leurs cours de latin. Certains, peut-être, se rappellent ce vers « Félix qui potuit cognoscere », etc., etc. C'est à ce passage que fait directement référence la fable de La Fontaine. Vous avez le texte immédiatement à la suite de la fable. C'est un passage du livre 2 des Géorgiques. Et je le lis avec vous. Ce qui évidemment rapproche profondément les deux textes, c'est qu'il s'agit bel et bien ici, dans le texte de Virgile, comme dans la fable de La Fontaine, du loisir poétique, qui est, si vous avez bien entendu la fable, la principale différence qu'introduit ce second mouvement de la fable par rapport à la leçon sur l'ermite et le vizir. Pour moi, je souhaite en premier lieu que les muses, objet de ma prédilection, dont je porte les insignes sacrés et que j'aime d'une passion profonde, me fassent accueil, qu'elles me montrent les routes du ciel et les constellations, les éclipses multiformes du soleil et celles de la lune, d'où viennent les tremblements de terre, quelle force enfle et soulève les mers lorsqu'elles brisent leurs digues, et quels reflux en retrouvant leur calme plat. Pourquoi les soleils d'hiver sont si pressés de se plonger dans l'océan, ou quel obstacle retarde les nuits quand elles viennent avec lenteur. Poésie encyclopédique, poésie de la connaissance savante, poésie qui se fait contemplation de la beauté et de l'ordre cosmique. La Fontaine n'a fait que condenser, comme très souvent chez lui, à l'extrême, ce mouvement de Virgile. Et on va retrouver la même inflexion que dans la fable de La Fontaine. Si cette poésie-là est trop élevée pour moi, si elle n'est pas possible, du moins que je puisse jouir d'une autre beauté poétique. Dans le texte de Virgile, « Mais si je ne puis accéder à ces mystères de la nature à cause de la froideur du sang qui coule en ma poitrine, puisse du moins me plaire les campagnes et les fleuves arrosant les vallées. Puissais-je vivre armant sans gloire des cours d'eau et des bois. » Vivre des cours d'eau et des bois, comme le poète de La Fontaine, qui est prêt à se contenter de peindre les ruisseaux qu'il a sous les yeux. Je poursuis un peu, mais je voudrais qu'on entende la suite du texte de Virgile. Je saute quelques vers. « Heureux qui a pu connaître les principes des choses », voilà le vers célèbre, « qui a foulé aux pieds toutes les craintes, l'inexorable destin et tout le bruit fait autour de l'insatiable Achéron. Bienheureux aussi celui qui connaît les dieux champêtres, et Pan, et le vieux Sylvain, et les nymphes sœurs. Celui-là ne se laisse émouvoir, ni par les faisceaux que donne le peuple, ni par la pourpre des rois, ni par la discorde qui met aux prises des frères sans foi, ni par le dasse qui descend de l'hystère conjuré, ni par les affaires de Rome et le sort des royaumes destinés à périr. » Vous voyez, c'est un éloge de la vie rustique à nouveau dans le texte de Virgile, mais de manière significative, un éloge de la vie rustique parce que celle-ci est préservée de tout ce qui fait l'agitation du forum et plus largement la conquête du pouvoir, la guerre. Et d'ailleurs, le texte de Virgile se poursuit encore après en évoquant les diverses formes de gloire et de richesse qui conduisent l'homme aux passions les plus effrénées et au meurtre. Voilà ce dont peut-être la poésie, ce dont peut-être une certaine sagesse poétique pourrait nous préserver. Voilà ce que c'est que d'être loin du monde et du bruit. Et ce sont tous ces textes et d'autres encore que synthétise La Fontaine dans cette fable qui est une véritable somme poétique, un éloge de la vie retirée. L'éloge de la vie solitaire, vous le voyez ici, et c'est perceptible aussi dans les textes que j'ai lus, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres, est indissociable de ce mouvement, loin d'eux, à l'écart.
Bien des textes du XVIIe siècle sont marqués par cette hantise de la distance, pourrait-on dire. Alors, de quoi faut-il se tenir à distance ? Virgile l'a un peu dit, la fable le redit à sa manière. Vous avez peut-être été sensible, notamment, au parallèle entre deux formules. Loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais, et un peu plus loin, loin des cours et des villes. Loin du monde et du bruit, loin des cours et des villes. Et c'est un geste assez fondamental dans les fables, vous savez. Cette distance critique prise par rapport à la cour. Et lorsqu'on dit distance critique prise par rapport à la cour, c'est très précis chez La Fontaine, c'est très précis dans les fables. Parce s'il s'agit de chercher l'ombre et le frais, c'est bien sûr, et c'est la lecture la plus évidente, qu'il s'agit de cultiver les charmes du paysage bucolique. L'ombre et le frais, ici, c'est une sorte de symbole poétique qui circule de texte en texte, depuis le début de la poésie occidentale, pour désigner précisément cet espace préservé dans lequel la poésie est possible. Cet espace des bucoliques, cet espace dans lequel les bergers, libres de tout souci, peuvent chanter. Mais évidemment, chercher l'ombre et le frais, c'est peut-être aussi chercher un espace qui est préservé de certains rayonnements éblouissants et vaguement mortifères au moment où nous sommes au milieu du règne du roi Soleil. Rien ne suscite plus la méfiance de La Fontaine que le mythe solaire de l'absolutisme Louis XIV. Alors, je pourrais faire un long détour par d'autres textes en prose de La Fontaine pour le montrer, mais il est évident que chercher à être loin des cours et des villes pour La Fontaine, c'est d'abord chercher à être le plus loin possible de cette machine à gloire qu'a construite le règne de Louis XIV. Vous le savez bien peut-être, en tout cas les plus historiens d'entre vous le savent, La Fontaine, en un sens, est depuis le début du côté des perdants. C'est un proche de Fouquet, le surintendant des finances. Il a fait partie de toute la cour qui a entouré Fouquet, et il a cru que cet homme illustre, que ce grand aristocrate, serait le grand mécène dont on rêve depuis l'aube de la poésie, jusqu'à ce que le pouvoir royal vienne écraser Fouquet, et avec lui la cour, et avec lui le rêve d'un mécénat princier, assuré par un homme qui aurait été à la fois un homme politique, un homme d'État, mais pas un roi, mais pas un tyran, et un homme de lettres, et un homme qui aime les arts. C'est tout cela qui s'écroule aux yeux de La Fontaine et de ses proches avec la chute de Fouquet. Et il fait partie de ces gens, La Fontaine, et il le payera d'une sorte d'exil. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un exil trop rude, mais il est clair que La Fontaine n'a pas vocation à paraître à la cour. De toute façon, à la cour du roi, j'entends, la cour de certains princes qui l'acceptent, aux marges du royaume, aux marges de la machine à gloire de Louis XIV peut-être, mais au centre de celle-ci, certainement pas. Et de toute façon, La Fontaine fait partie de tous ces intellectuels et de tous ces aristocrates, et ils sont relativement nombreux dans le XVIIe siècle, qui estiment que l'absolutisme royal élaboré par Louis XIV est tout simplement une monstruosité politique. Loin du monde et du bruit, c'est donc aussi loin de la cour, loin de la ville, loin de la machine à gloire du pouvoir royal. C'est bien sûr aussi être loin de cette bêtise du vulgaire qui oppresse les sages dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi se préserver de la menace et du risque, qui, vous le savez, si vous lisez les fables, sont absolument partout. Dans le paysage des fables, il y a toujours embusqué quelque part, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre sagesse, qui bien souvent se révèle n'être qu'un aveuglement, il y a toujours un prédateur pour vous menacer. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous tuer. Il y a toujours quelque part le filet d'un chasseur qui est prêt à capturer le moindre animal dont la vigilance peut être trompée en quelques secondes. Il y a toujours un prédateur, ne serait-ce que la mort, qui, elle, guette partout, frappe inconsidérément.
sans raison, sans qu'on puisse calculer sa venue. Il est clair donc qu'il s'agit aussi de se retirer pour limiter au maximum la prise qu'on peut offrir à la cruauté du monde. Mais il s'agit aussi, et peut-être surtout, de se préserver de soi-même, de se préserver de toutes les formes d'intranquillité qui nous habitent. Je dis intranquillité, c'est un terme dont nous sommes familiers, nous, lecteurs de la philosophie moderne. La Fontaine dira, c'est le langage du XVIIe siècle, le soin au sens de cette inquiétude qui mord, de cette inquiétude qui nous trouble, de cette inquiétude qui nous empêche, en fait, de jouir vraiment. De jouir comme seul le sage sait jouir. C'est-à-dire d'être vraiment content, si cela est possible en ce monde. Or, en fait, tout nous éloigne de cette jouissance. Tout notre égoïsme, tout notre amour-propre, tous nos désirs en ce qu'ils sont déréglés. Alors, il faudrait relire la totalité des fables pour se rendre compte que c'est comme la base continue du recueil. Je rappelle simplement le début de la fable qui conclut le livre 8, Le loup et le chasseur, qui commence ainsi. « Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrai-je en vain dans cet ouvrage ?» La fureur d'accumuler. Voici ce qui nous caractérise, voici ce qui fait des ravages en nous, et voici aussi ce qui fait que bien souvent, nous ne sommes que des sauvages à l'égard de nos semblables. Voilà de quoi il faut d'urgence s'éloigner. C'est une question de survie, avant même d'être une question de sagesse. Il y a urgence à fuir tout cela. C'est bien cette aspiration que fait entendre le songe d'un habitant du Mogol. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans cette fable, cette espèce de disproportion entre le second mouvement et le premier mouvement, qui d'un coup emmène le genre des fables au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Cette fable, le songe d'un habitant du Mogol, elle produit bien plus que tout ce que les apologues accumulés pendant les siècles ont produit. Jamais on a écrit des fables qui s'achèvent sur une telle échappée lyrique. Il y a quelque chose d'absolument prodigieux dans ce texte, qui est bien dans la manière de La Fontaine, qui renouvelle ainsi, il y aurait d'autres exemples, mais celui-ci est plus appuyé, j'insiste. C'est bien dans la manière de La Fontaine, qui renouvelle profondément, de ce point de vue, l'écriture des fables. Voilà l'aspiration que fait entendre cette fable. Je viens de parler de disproportion, et j'ai dit que c'était, à mes yeux, l'un des plus beaux charmes de cette fable. Mais si nous voulons entrer dans le travail d'interprétation que nous propose le fabuliste, nous voyons bien aussi que cette aspiration laisse une sorte de jeu béant à l'intérieur de cette fable. Ce que chante le poète paraît en total décalage avec ce qu'a pu dire le début de la fable. Il semble même qu'il y ait un décalage impossible à réduire entre ce rêve que fait le poète dans une sorte de confidence lyrique et les deux modèles qu'il a médités au début de la fable, le vizir, l'ermite. Parce que vous voyez bien la question que l'on peut se poser en lecteur naïf qui cherche la leçon de la fable, et on a raison de chercher la leçon de la fable. Par contre, il faut accepter souvent qu'elle se dérobe, plusieurs fois, chez La Fontaine. Mais on a raison de chercher la leçon de la fable. On pourrait se dire, alors, qui du vizir ou de l'ermite va satisfaire ce désir qu'exprime ici le poète ? Qui ? Aucun des deux types légués par la fable, qui est reprise par La Fontaine, en tout cas le canevas est repris à un recueil de contes orientaux dont s'est inspiré La Fontaine pour le second recueil, à plusieurs reprises. Aucun des deux types, légués par cette fable orientale, n'est en adéquation avec le désir qu'exprime le poète. Normalement, ce devrait être l'ermite.
qui devrait être le plus proche de cette vie solitaire, car lui s'est vraiment retiré du monde. Mais on a bien compris le sens de la fable. Non seulement l'habit ne fait pas le moine, nous le savons bien, et depuis longtemps, mais ici c'est même l'État qui ne fait pas le moine. À vrai dire, l'ironie à l'égard des religieux est traditionnelle, et je n'ai pas résisté ce soir au plaisir de vous lire le rat qui s'est retiré du monde, et dont l'image est au début du livret, enfin une des illustrations de cette fable, est au début du livret où on voit bien ce rat en espèce de dévot personnage, confortablement installé dans sa retraite. Les Levantins, c'est le texte 2. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Vous le voyez, le beau fromage de Hollande, tout rond. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage ? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, aux dévots personnages, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis s'était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains, que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. « Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister ? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci ? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. » Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Que désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable ? Un moine ? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Nous connaissons bien cette leçon. C'est assez amusant, cette fable fait partie des rares fables dans le recueil de La Fontaine qui est construite de toutes pièces. Aucun canevas, il l'a inventée. Il y en a très très peu comme ça, de La Fontaine. On hésite, peut-être s'agit-il d'une allusion à la guerre de Hollande que prépare Louis XIV. Il faut dire que le clergé régulier, c'est-à-dire vraiment les religieux, les moines de l'époque, si vous voulez, ont refusé positivement de participer à la collecte organisée par le roi pour financer la guerre de Hollande. Les caisses sont vides. Bon. Mais surtout, peu importe cette allusion historique, qui est une vraie hypothèse de lecture, c'est un lieu commun bien connu, de nous tous, je pense. En fait, il apparaît parfois, étrangement, que la retraite du moine n'est qu'un moyen de satisfaire ses appétits les plus grossiers. On se retire du monde dans une solitude austère et en réalité, on mange tout le fromage. Et nous voilà gros et gras. Et, qui plus est, on en fait le signe d'une sorte de bénédiction divine. Tout le monde connaît la rondeur du fromage, l'embonpoint du religieux. Bref, vous voyez, ce sont des lieux communs de la satire religieuse. Mais évidemment, on aurait bien tort, à propos du songe d'un habitant du Mogol, auquel je reviens maintenant, de s'arrêter à cette seule leçon. Ce serait un peu facile de dire, finalement, toute la pointe du songe d'un habitant du Mogol, c'est de nous dire que les religieux ne sont pas toujours ce que l'on croit, et que derrière un ermite se cache parfois un homme qui en réalité est avide de pouvoir et d'ambition. Nous sommes tous bien placés pour le savoir, les moines en premier lieu, qui ne cessent de démasquer chez eux-mêmes la falsification de l'idéal monastique. Parce que, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Tout reste à comprendre dans cette fable. Va-t-on aller chercher le vizir ? Le vizir, on nous dit que sa principale qualité est qu'il cherche quelquefois la solitude. Mais, enfin, quel rapport entre la vie du vizir et les aspirations du poète, qui cherche, lui, qui prétend chercher à vivre à l'écart de tout,
Vous voyez bien, il y a une sorte de hiatus impossible à réduire entre le modèle du vizir et le désir du poète. Seul, peut-être, et c'est l'une des finesses de cette fable, la description initiale du vizir semble correspondre aux aspirations du poète. Je relis peut-être le tout début de la fable. Jadis, certain Mogol vit en songe un vizir aux champs élysiens, possesseur d'un plaisir aussi pur qu'infini. Un plaisir aussi pur qu'infini. L'adjectif pur ici n'est pas innocent. On le retrouve dans le second mouvement de la fable. L'amour de la retraite, qu'offre-t-elle ? Elle offre à ses amants des biens sans embarras, biens purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Sauf que, vous avez bien compris, ce plaisir pur, le vizir ne le goûte que dans l'au-delà. Et ce n'est pas un plaisir dans l'au-delà que cherche le poète dans le second mouvement de la fable. C'est très très net. Il cherche un plaisir pour la vie ici-bas. Il cherche un plaisir pour la vie ici-bas. Et la conclusion de la fable le dit à l'évidence. J'aurais vécu sans soin, je mourrais sans remords. Il s'agit de chercher une retraite, une solitude, un plaisir pur qui soit pour cette vie, qui permette de vivre cette vie pour elle-même pleinement et de bien mourir. Non pas de reporter ce plaisir au-delà de la mort. Mais il y a plus difficile encore, il me semble. J'ai insisté sur l'étrange décalage, mais qui est la principale beauté de cette fable, entre le registre normal de la fable et de l'apologue et le registre très particulier que fait entendre le second mouvement de cette fable. J'ai parlé d'une sorte d'échappée lyrique. Mais enfin, on pourrait dire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, La Fontaine n'écrit jamais les géorgiques ou les bucoliques de Virgile. Certes, il y a quelques rêveries pastorales dans la poésie de La Fontaine. Quelque chose comme les amours de Psyché, par exemple, s'en approche. Mais enfin, s'il y a une poésie de la nature dans les fables, c'est d'abord une poésie qui nous fait apparaître la nature comme le lieu par excellence des prédateurs et des fous, qui nous dévorent, comme le lieu où règne l'universelle folie. Nous sommes loin, très loin de ces ombrages sous lesquels se réfugient les bergers pour faire assaut de chants poétiques. Alors, où est-il, le modèle qui pourrait venir coïncider avec le désir qu'exprime le poète à la fin de cette fable ? Vous voyez bien que, quel que soit le point de vue dont on se place dans le songe d'un habitant du Mogol, la retraite, cet amour de la retraite que chante le texte, est l'amour de quelque chose qui apparaît décidément comme un au-delà de la fable, à tous les niveaux de lecture que je viens d'adopter. Au-delà de la fable, parce que l'apologue ne répond pas au désir du poète, mais au-delà de la fable aussi, parce qu'il semble rêver un chant poétique, une expression tout à fait autre que ce qui relève habituellement du registre de la fable. Un au-delà de la fable est presque une utopie. Une utopie extraordinairement difficile à mettre en œuvre. Après tout, vous pourriez me dire, oui, mais c'est le poète lui-même ici qui prend la place des modèles de l'apologue, qui se substitue à ce petit jeu du vizir et de l'ermite pour s'offrir lui-même en modèle. Mais je ne crois pas non plus. Je ne crois pas non plus. Et quand bien même ce serait le cas, rien n'est plus difficile que d'imiter l'idéal de la retraite. C'est en tout cas, je crois, ce que dit très bien une fable du dernier livre, le livre 12, qui est sans doute le plus complexe. Vous savez que c'est le plus tardif, c'est celui qui vient couronner à la fin de la vie de La Fontaine l'édifice des fables lentement élaboré au cours de sa vie. Le texte que je voudrais commenter, c'est le texte 6 dans vos livrets, la fable 20 du livre 12, le philosophe cite.
Un philosophe austère est né dans la City, se proposant de suivre une plus douce vie, voyagea chez les Grecs et vit en certains lieux un sage assez semblable au vieillard de Virgile. Homme égalant les rois, homme approchant des dieux, et comme ces derniers satisfait et tranquille. Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Le Scythe l'y trouva, qui, la serpe à la main, de ses arbres à fruits retranchait l'inutile, ébranchait, émondait, ôtait ceci, cela, corrigeant partout la nature, excessive à payer ses soins avec usure. Le Scythe alors lui demanda « Pourquoi cette ruine ? Était-il d'homme sage de mutiler ainsi ces pauvres habitants ? Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage, laissez agir la faux du temps. Ils iront à cette eau border le noir rivage. » « J'ôte le superflu, dit l'autre. Et l'abattant, le reste en profite d'autant. Le Scythe, retourné dans sa triste demeure, prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure, conseille à ses voisins, prescrit à ses amis, un universel abattis. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, il tronque son verger contre toute raison, sans observer temps ni saison, lune ni vieille ni nouvelle, tout languit et tout meurt. Ce Scythe exprime bien un indiscret stoïcien. Celui-ci retranche de l'âme désirs et passions, le bon et le mauvais, jusqu'aux plus innocents souhaits. Contre de tels gens, quant à moi, je réclame. Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort. Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort. Si vous suivez bien le mouvement de la fable, c'est bien une fable sur le désir de sagesse. Vous avez bien vu, c'est un philosophe qui vient prendre conseil auprès d'un autre philosophe, qui cherche chez cet autre philosophe un modèle de sagesse, et qui, en un sens, le trouve. Ce sage, s'il est assez semblable au vieillard de Virgile, c'est qu'il a la transcription dans l'univers de la fable d'une autre grande figure des Géorgiques de Virgile, au livre 4, celui qu'on appelle le vieillard de Tarente. Vous avez le texte juste à la page précédente, juste avant le texte 6. Je ne vais pas le lire en entier, mais vous allez voir aisément ce qui rapproche les deux textes. Ce vieillard de Tarente est un vieillard qui, lui aussi, cultive son jardin et qui, lui aussi, apparaît comme un sage auprès duquel on peut apprendre la sagesse. Chez La Fontaine, ce sage qui cultive son jardin apparaît nettement comme un épicurien au sens le plus strict du terme. Alors, je vous prie juste d'être un peu attentif au sens philosophique de l'épicurisme et de ne pas le confondre avec tous les clichés auxquels on associe habituellement l'épicurisme. Je sais bien qu'il y a quelques variations chez La Fontaine sur le célèbre Carpe diem, cueille ton jour, etc. Mais l'épicurien, vous le savez, n'est pas une sorte de jouisseur invétéré qui laisserait libre cours à tous ses instincts, à tous ses plaisirs, y compris, bien sûr, car c'est toujours cela que l'on imagine avec l'épicurisme, ses plaisirs les plus sensuels. Je cherchais, et je n'ai pas trouvé, une illustration sur le jardin d'Épicure et sur Internet. Et alors, évidemment, je suis tombé, ça n'a pas manqué, comme d'habitude, sur les choses les plus kitsch, les plus étranges, les moins recommandables. Vous voyez, Épicure sert à tout. Alors qu'en fait, vous savez très bien, chez Épicure, on est heureux au pain sec et à l'eau. Il n'y a pas besoin de plus. Car si le sage vit comme un dieu parmi les hommes, et c'est là une figure tout à fait traditionnelle dans l'épicurisme de l'Antiquité du bonheur du sage, s'il vit comme un dieu parmi les hommes, c'est qu'il reflète l'autarcie du sage épicurien, celui qui sait se gouverner par lui-même. Et pourquoi sait-il se gouverner par lui-même ? Pourquoi est-il, vous avez entendu les adjectifs qu'utilise La Fontaine,
Pourquoi est-il satisfait et tranquille? Eh bien parce qu'il sait jouir. Il est tranquille parce que nul soin, nulle inquiétude, nulle peine, bref, nulle intranquillité ne vient troubler son âme. Et pourquoi? Parce que seuls sont comblés les plaisirs qui sont nécessaires, les besoins qui sont conformes à sa nature. Et c'est le sens de ce que fait ce sage, ce vieillard du jardin. Il ôte le superflu. Il enlève tout ce qui ne sert à rien. Tous ces plaisirs de surcroît qui font en fait notre malheur. Et c'est là la grande méprise de l'homme. Nous croyons que nous en avons besoin. Nous croyons qu'ils nous sont nécessaires. Mais en fait, nous ne cessons de courir après des choses qui sont totalement inadaptées à notre nature. Nous voulons accumuler alors qu'en réalité, c'est précisément ce qui nous rend malheureux. Nous voulons toujours plus alors que nos besoins nécessaires sont en petit nombre. Et si nous étions capables de rentrer dans cette espèce d'arithmétique des plaisirs que propose le sage épicurien, alors nous serions capables de voir que quelques plaisirs nous satisfont vraiment et qu'avec ces quelques plaisirs, le plaisir n'est jamais troublé. Voilà ce que sans doute ce sage a compris. Et voilà la raison pour laquelle il essaye d'apprendre l'art de limiter les plaisirs. Et vous avez bien vu, la formule est très subtile. J'ôte le superflu et l'abattant, le reste en profite d'autant. Profiter ici, c'est pas faire du profit, c'est croître, s'accroître. Autrement dit, plus j'émonde, plus je limite ce qui est superflu, plus ce qui est le propre de la nature grandit. L'arbre grandit et bien sûr aussi l'homme grandit, puisque toute la fable vaut comme allégorie de la manière dont nous sommes capables de régler nos passions, nos instincts, bref, tout ce qui fait le ressort de notre vie, comme le dit la fin de la fable. Voilà ce qui permet d'être semblable à un Dieu. Voilà ce qui permet peut-être de trouver ce plaisir pur que notre vizir ne goûte, lui, qu'après la mort. Voilà un sage qui le goûte, lui, dès ce monde. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est la leçon de la fable. Cela est en un sens. Mais ce n'est pas le cœur de la fable. Ce n'est qu'un moment de la fable, cette image du sage. Parce qu'en fait, que raconte cette fable? Elle raconte un gigantesque malentendu. Le philosophe cite, et c'est cruel, n'a strictement rien compris. Il n'a rien compris à rien. Bien entendu, et c'est ce à quoi peut-être nous sommes le plus sensibles d'abord en lisant la fable, il confond le fait d'user correctement des passions avec le fait de les déraciner et de les détruire. Épouvantable méprise qui conduit les hommes à leur malheur, sous prétexte de sagesse qui plus est. Et donc ça, c'est plus fou que tout le reste encore. Mais, il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas du tout compris, le pauvre philosophe cite. La sagesse que lui enseigne le sage, semblable au vieillard de Virgile, est une sagesse de la limite. Il s'agit de délimiter le plaisir nécessaire, du plaisir superflu. Or, notre Cite sombre, lui, dans l'illimité. Vous avez entendu le texte. C'est à toute heure, sans observer temps ni saison, qu'il coupe inlassablement tout ce qui dépasse. Vous voyez ? Il ne veut plus rien voir qui dépasse. Bon. Sans limite. C'est l'homme de l'illimité, le philosophe Cite. Et puis, surtout, il transforme totalement, il défigure totalement le discours du vieillard. Parce que, bien entendu, le discours du vieillard vaut comme recherche d'une adéquation plus profonde aux lois de la nature. Voilà la raison pour laquelle il faut émonder le superflu. Mais lui, le philosophe Cite, revient chez lui en décidant de nier violemment la nature, de la détruire. Un universel abattu. Le signe
de tout cela, qui est relativement décisif évidemment pour nous qui nous intéressons à la compréhension des fables et à la compréhension de ce que c'est que la poésie pour La Fontaine, c'est que le jardin du vieillard vaut par sa beauté. Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Et vous avez vu, le vers est magnifique, par son équilibre. Il résume en une phrase, sur un vers, finalement, tout ce qui fait la beauté de cette sagesse. Le jardin du vieillard vaut par sa beauté. Et c'est pour la beauté que le vieillard travaille et émonde. Alors que le Cite n'a aucun sens de la beauté, puisque lui, il ôte de chez lui les branches les plus belles. C'est le comble. Cette fable est extraordinairement cruelle. C'est le comble parce qu'en fait, si vous vous rappelez le début du cheminement du philosophe Cite, il avait quitté son pays. Alors c'est toujours un peu mauvais signe quand on quitte son pays chez La Fontaine, quand on veut voir ailleurs, quand on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Toujours chez La Fontaine, c'est mauvais signe. Mais tout de même, son désir était louable. Il est austère, un philosophe austère, et il est parti pour suivre une plus douce vie. Cet homme qui fait preuve d'austérité a bien compris qu'il lui manquait peut-être quelque chose, qu'il lui manquait la douceur. Mais le voilà, retourné chez lui, plus austère que jamais en fait. En un sens, vous voyez, sa condition est pire que la première. C'est ça qui est terrifiant dans cette fable. Non seulement il revient dans sa triste demeure, vous voyez, sa demeure est toujours empreinte de la même tristesse, mais plus encore, puisque sa prétention à la sagesse, cette fois-ci, désormais, et pour toujours, pourrait-on dire, dégénère en folie meurtrière. Voilà ce que le sage est devenu. La clé interprétative est donnée de manière explicite, très explicite, beaucoup plus explicite que dans d'autres fables. Quel est le problème ? Il figure un indiscret stoïcien. Dans la formule, on peut retenir deux problèmes. Les deux mots sont deux problèmes. Le stoïcisme d'abord. Parce que le stoïcisme promet lui aussi la tranquillité de l'âme. Il promet aussi à l'homme de vivre sans trouble. C'est l'ataraxie stoïcienne. Lui aussi, pourrait-on dire, et les textes sont nombreux qui inspirent toute une philosophie de l'oisiveté, lui aussi, il cherche le véritable loisir. Mais voilà, le stoïcisme semble bien souvent dégénérer, au lieu de La Fontaine et des épicuriens du XVIIe siècle, dont La Fontaine s'inspire, en une sorte d'héroïsme de la vertu. De toute façon, à l'époque où La Fontaine écrit, cela fait bien longtemps dans la culture littéraire française que les beaux jours du néo-stoïcisme, qu'on a connus à la Renaissance en gros dans notre littérature, sont définitivement passés. Et peut-être, au-delà de ce stoïcisme, La Fontaine vise-t-il toutes les formes excessives d'ascétisme. C'est possible. Toutes les ascèses qui frappent par leur rigueur excessive, qui sous prétexte de sauver l'homme, le tuent, le prive de ses ressorts vitaux. Mais le plus important, en fait, si vous avez bien compris la logique de la fable, n'est pas que notre philosophe Cite soit un stoïcien. Le problème est qu'il est un stoïcien indiscret. Indiscret, c'est-à-dire sans aucun discernement. Sans aucun discernement, on le voit bien, il ne voit pas la beauté. Il est incapable de distinguer l'utile de l'inutile, le nécessaire du superflu. Et c'est donc logiquement, parce qu'il manque totalement de discernement, que la retraite, chez lui, dégénère en une sorte de carnage. Dès lors, la fable du philosophe Cite, et je vais un cran plus loin, est aussi une sorte de critique de ce qu'on pourrait appeler la mauvaise exemplarité. Parce que, vous voyez, c'est très étrange quand même la logique de cette fable. Notre stoïcien ne remet pas en cause l'épicurisme. C'est d'ailleurs le plus comique dans cette fable. Notre stoïcien pense devenir un bon épicurien après avoir rencontré ce vieillard. Il ne remet pas en cause l'épicurisme, il veut même l'imiter. Il veut reproduire. Mais tout le problème
et qu'il se révèle rigoureusement incapable d'interpréter ce qu'il prétend reproduire. Notre indiscret stoïcien pourrait bien être une figure aussi du mauvais lecteur des fables, celui qui cherche dans les fables, sous prétexte qu'elles sont le trésor de la sagesse humaine, des modèles que l'on pourrait imiter mécaniquement. Des comportements, des maximes, des injonctions que l'on pourrait reproduire purement et simplement, sans s'interroger, sans se poser de questions, sans essayer de se situer par rapport à eux. Et en ce sens, au sens ancien du terme, donc vous m'avez compris, la fable apparaît pour La Fontaine comme un art de la discrétion, au sens du XVIIe siècle, vous l'avez compris, ce que nous, aujourd'hui, nous appellerions plus volontiers un art du discernement. Elle n'offrira jamais de modèle tout fait. Elle oblige toujours, et le fabuliste, et le lecteur, à se situer par rapport au comportement, aux récits ambigus qui lui sont proposés et aux schémas de raisonnement sur lesquels il doit méditer. Les modèles de comportement sont là, les situations ambiguës sont là, les schémas de raisonnement qui permettent de les interpréter même sont bien souvent présents dans les fables, et ils le sont de plus en plus dans le second recueil. Mais en un sens, une fois qu'on a lu la fable, tout, absolument tout, reste à faire. Et c'est tout le jeu de la fable dont nous sommes partis. C'est tout le jeu, me semble-t-il, du songe d'un habitant du Mogol. Impossible, dans cette fable, de rabattre ce que cherche le poète sur les modèles que lui offre le récit oriental. Il y aura toujours un jeu, il y aura toujours une distance entre le vizir, l'ermite d'un côté, le scénario qu'ils construisent à deux, l'opposition que construisent ces deux types, et le désir du sage qui s'exprime à la première personne dans le second mouvement de la fable. C'est Montaigne qui disait déjà, mais on peut appliquer cette formule à toutes les fables, tout exemple cloche. Tout exemple cloche. Et je crois que cette formule de Montaigne peut quasiment offrir une clé de lecture pour les fables. Autrement dit, ce que le second mouvement du songe d'un habitant du Mogol fait peut-être entendre, c'est la voix d'un je qui cherche un espace de liberté. Il le cherche, il dit qu'il le cherche, et qui tente d'interpréter pour lui ce que fait entendre la parole nécessairement impersonnelle des discours de sagesse. Si vous y réfléchissez bien, un conte, un apologue, un proverbe, une maxime, c'est toujours une parole impersonnelle, qui peut ainsi aisément circuler d'ouvrage en ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle La Fontaine se présente d'abord simplement comme le traducteur d'Ésope, et puis comme le traducteur ensuite d'autres fabulistes. Et c'est la raison pour laquelle La Fontaine prétend simplement ajouter une esthétique particulière, un certain goût pour la gaieté à cette logique traditionnelle des fables. C'est certain, c'est certain. Mais il essaye aussi d'amener progressivement le sujet, le je, et c'est très significatif dans cette fable, à se situer par rapport à cette parole impersonnelle des discours de sagesse. Dès lors, si l'on entend bien et ce rêve d'une distance parfaite, ce lieu idéal de la retraite qui est comme un au-delà de la fable, et l'inadéquation entre ce désir et les modèles que propose la fable, on peut légitimement se demander s'il existe, oui ou non, une juste distance. Je reste, vous voyez, et je ne pense pas qu'il faille le nier, sous prétexte que La Fontaine soit complexe, je reste un lecteur qui cherche la leçon des fables, si vous voulez. Bon. Une juste distance est-elle possible ? Il existe tout de même un solitaire dans les fables qui n'est ni le philosophe Scythe, ni d'ailleurs tout à fait le vieillard virgilien, encore moins le solitaire qu'était ce rat retiré dans son fromage de Hollande. Il en existe un. Et il est même significativement placé à la fin du livre 12, au moment où La Fontaine le publie, et au moment où il décide que ce livre 12 sera la conclusion de tout son recueil de fables, et que cette fable, la dernière du livre 12, vaudra comme fable conclusive.
La fable dont je voudrais parler, vous l'avez, c'est le texte 7, c'est le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Alors, vous allez voir très vite que nous sommes au cœur de notre sujet. Il y a au cœur de cette fable une solitude magnifique, le lieu où se retire le sage, dans le langage du XVIIe siècle. Une solitude magnifique, je lis juste les 3 vers. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, il trouve l'autre saint, lui demande conseil. Je ne pense pas qu'on puisse mieux décrire en 3 vers la solitude du sage. Cette solitude, donc, est celle que La Fontaine choisit comme conclusion de son recueil, comme une synthèse de tous les paysages de solitude qui, de près ou de loin, ont été évoqués au fil des fables. Je lis peut-être le début de cette fable, le récit et la rencontre, jusqu'à la rencontre du solitaire. 3 saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous 3 par des routes diverses. Tout chemin vont à Rome, ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses, qu'en apanage on voit aux procès attachés, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme pour ses péchés se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les 3/4, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ces maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers, chagrins impatients et se plaignant sans cesse. Il a pour tels et tels un soin particulier. Ce sont ses amis, il nous laisse. Ces plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblables discours rebutaient la pointeur. Ils courent aux hôpitaux, va voir leur directeur, tous deux ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ces emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'appose à tous les mortels la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau, vous y voyez-vous? Agitez celle-ci, comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Je coupe un peu sauvagement la fable en m'arrêtant ici, mais je reviendrai à la fin du texte. Ce n'est pas n'importe quel canevas qu'utilise ici La Fontaine. L'opération littéraire ici est très étrange, puisqu'il emprunte un texte qui est issu des vies des pères du désert, qui a été traduit et édité par Port-Royal, par le milieu qu'on appelle habituellement le milieu janséniste, et même par Robert Arnaud d'Andilly lui-même. Vous avez le texte juste après la fable. Je ne les lirai pas, mais vous pouvez comparer. Or, ce qui est très frappant d'abord, quand on compare les deux textes, c'est que La Fontaine développe considérablement la partie qui est consacrée aux deux personnages qui choisissent la vie active. L'un décide de devenir, vous l'avez compris, un juge-arbitre, en rendant la justice de manière bénévole.
il faut savoir que c'est une structure juridique qui existe à l'époque où La Fontaine publie cette fable, puisque c'est une structure dont doivent s'entourer les évêques depuis l'Assemblée du clergé de 1670. Donc il s'agit vraiment, nous dirions aujourd'hui, d'une vocation presque religieuse. Bon. Et l'hospitalier, lui, il est clair, a rejoint un ordre religieux qui fait profession de soigner les malades. Bon. Mais vous voyez, la question n'est pas celle qu'on aurait pu croire. À première vue, ce petit triptyque, et c'est le cas dans le texte d'Arnaud d'Andilly, ce petit triptyque pourrait faire penser à une question traditionnelle bien connue. Faut-il préférer la vie contemplative à la vie active lorsque l'on cherche la sainteté ? On pourrait se dire, c'est ça en fait le scénario de la fable. En réalité, ce n'est pas exactement ce qui se joue dans le détail de la fable si vous lisez de près. Parce que, d'abord, il s'agit de montrer le constat d'échec des deux hommes, non pas dans la recherche de leur salut personnel, mais dans leur incapacité à guérir les hommes. Et vous avez vu comme, de manière significative, le juge-arbitre veut guérir cette folle et détestable envie que nous avons de plaider tout le temps, de faire procès sur procès en permanence. Et l'autre, l'hospitalier, veut soigner l'homme. Guérir, soigner, nous sommes dans le même registre. Autrement dit, l'égoïsme humain empêche même l'action de ceux qui veulent soulager les maux de l'homme. Bref, impossible non seulement de guérir l'homme de ses maux, c'est la première chose que retire finalement le juge-arbitre et l'hospitalier de leur expérience. Mais surtout, ils se révèlent incapables, et c'est ce qui fait leur tristesse à la fin du premier mouvement de la fable, ils se révèlent incapables de tirer la moindre leçon de cette expérience malheureuse. Leur expérience ne leur est en fait d'aucun secours. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est le solitaire, vous avez entendu, c'est un conseil. Et c'est à cette demande de conseil que répond le solitaire en leur disant, ce conseil que vous cherchez, la formule est forte, il faut le prendre de soi-même. Il faut le prendre de soi-même. Je vais donc vous expliquer, moi, solitaire, comment vous allez réussir à prendre conseil de vous-même, plutôt que de chercher à l'extérieur de vous la leçon de sagesse que vous voulez trouver. Il y a un second écart, évidemment, que tout le monde commente, entre le modèle dont s'inspire La Fontaine, la traduction par Port-Royal de cette vie des pères du désert, et la fable. Le second écart, il porte sur le sens théologique de cette solitude. Je précise tout de suite là que bien des lectures sont possibles. Rien n'interdit de voir dans cette fable, au moment où écrit La Fontaine, une sorte d'hommage très complexe, très sophistiqué, mais incontestable, à certaines réalités du monde de Port-Royal que La Fontaine pourrait peut-être admirer comme de loin. Rien n'interdit, aussi étrange que ça puisse vous paraître. Mais rien n'y oblige non plus. On pourrait voir aussi dans cette fable, et on l'a parfois fait, une pointe anti-religieuse, très nette. Tout est possible. Peu importe, je dirais, peu importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le solitaire identifie la vraie sagesse, non pas à la connaissance de ses péchés. Si vous lisez le texte d'Arnaud d'Andilly, c'est clair, c'est ça la leçon. Le solitaire est celui qui s'est mis dans une situation qui lui permet de vraiment voir son péché, alors que d'ordinaire, l'homme est totalement aveuglé sur son péché. Ici, vous voyez, la leçon est, dirons-nous, plus profane. Il s'agit de se connaître d'abord et avant tout, et au sens philosophique du terme. L'injonction du solitaire, pourrait-on dire, est d'abord une injonction socratique. Et si le solitaire loue le désert, alors vous avez bien compris ce que c'était que le désert, vous n'imaginez pas les dunes du Sahara, s'il vous plaît, c'est vraiment le désert de l'ermite. Si le solitaire loue le désert, c'est parce qu'il permet de se mieux connaître. C'est ça l'enjeu. Cette attention portée au regard, à la capacité à voir sans trouble. Et vous avez vu ce qui est au cœur
du discours du solitaire, c'est presque une fable dans la fable. Ce petit geste symbolique que fait le solitaire en troublant l'eau, pour qu'on compare entre l'image transparente qu'offre une eau calme, sans trouble, et l'absence d'image qu'offre une eau trouble, renvoie à toute une logique du regard qui parcourt l'ensemble des fables. Oui, c'est cela la sagesse. C'est réussir à voir, pourrait-on dire, en toute transparence, sans que rien ne vienne troubler cette vision. Je dis que ce motif du regard en transparence traverse toutes les fables. De fait, il est présent déjà dans une des fables qui est au cœur du premier recueil, qui fournit peut-être même une clé interprétative du premier recueil, et que vous connaissez peut-être, et qui est l'homme et son image. L'homme et son image. Et qui est dédié au duc de La Rochefoucauld, au moment où les maximes de La Rochefoucauld viennent de paraître. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames, des miroirs, donc. Ça, les conseillers muets dont se servent les dames. Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Donc toujours, il cherche, toujours des miroirs se présentent à ses yeux et il les refuse, parce qu'il ne veut pas se voir. Ne veut pas se voir. Que fait notre Narcisse ? Il va se confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Donc il ne veut toujours pas voir, même dans cette source pure, qui offre une image transparente de lui-même. C'est un Narcisse, mais c'est le contraire de Narcisse. Il ne veut pas voir son image, celui-là. Mais quoi ? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait. Le livre des Maximes. C'est sans doute l'un des plus beaux hommages littéraires aux Maximes de La Rochefoucauld, puisque dans cette fable, La Fontaine voit les Maximes comme le moyen de guérir l'homme de son amour-propre, tout simplement. Cet homme qui refuse inlassablement de voir dans les défauts des autres les miroirs, le reflet, l'image de ses propres vices, cet homme, un jour, s'arrête. Une sorte de miracle s'accomplit. Cette image de lui-même qu'il refusait de voir, un jour enfin, il accepte de la voir, en toute transparence. Seule la beauté des Maximes permet ce qu'on pourrait appeler une sorte d'envoûtement. C'est dire si les Maximes de La Rochefoucauld doivent être belles, si elles permettent ce que jamais aucun miroir n'a permis à l'homme de faire. Voilà l'éloge adressé au duc de La Rochefoucauld. Vous voyez que les thèmes se répondent d'une fable à l'autre. Même évocation d'une eau pure qui permet de voir en toute transparence. Même réflexion sur la manière dont l'homme fuit l'image de lui-même, alors qu'il pourrait trouver dans cette image transparente de lui-même le moyen de guérir sa folie native. Et pourtant, il y a une grande différence entre ces deux textes, vous l'avez peut-être entendu. En un sens, L'homme et son image est un vrai hommage à La Rochefoucauld, au sens où La Fontaine adopte presque, pourrait-on dire, le point de vue augustinien de La Rochefoucauld. Il présente l'homme comme incapable de se guérir,
comme incapable de se connaître et de se voir, s'il n'y a pas une sorte de charme plus puissant que ses erreurs qui agit sur lui. Vous voyez, dans l'homme et son image, la beauté est encore une ruse magnifique, dont, aux yeux de La Fontaine, La Rochefoucauld use magnifiquement pour détourner l'homme de cette incapacité à se voir. La Rochefoucauld ruse, il fait de belles maximes pour que l'homme accepte enfin de se voir. Certes, c'est déjà un chemin esthétique pour le fabuliste lui-même. Cela veut dire que la beauté poétique aussi peut-être être un moyen pour l'homme d'accepter de se voir vraiment, en toute transparence, alors que cet homme se fuit en permanence et se met toujours dans la situation où l'eau est trouble. Mais vous voyez aussi quelle trajectoire se dessine d'une fable à l'autre. Ici, le solitaire n'a besoin d'aucune ruse. Il propose simplement un lieu idéal dans lequel il est possible de se soucier de soi au sens philosophique le plus noble du terme, c'est-à-dire prendre soin de soi, être sage, chercher la véritable liberté. Et vous voyez, dans la fable finale du livre des fables, eh bien, cela semble possible l'espace d'un instant. Pourtant, à nouveau, et je dirais presque comme toujours, la dernière des fables semble revenir à une sorte d'aporie. Et au moment même, vous allez voir la boucle est bouclée, au moment même où elle repose la question que posait notre vizir du songe d'un habitant du Mogol. Je lis maintenant la fin de la fable, mais il faut avoir bien conscience que tout s'enchaîne. Si vous regardez notamment le jeu des rimes dans le texte poétique, vraiment les paroles du fabuliste se glissent dans les rimes du solitaire. Donc je reprends. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru, l'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins. Ô vous, dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt, cette leçon sera la fin de ces ouvrages. Puisse-t-elle être utile aux siècles à venir? Je la présente au roi, je la présente aux sages. Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où saurais-je mieux finir? Alors, une nouvelle fois, l'accent dans la fable se déplace par rapport au texte qui sert de canevas à La Fontaine. Puisque, bien sûr, la voix du moraliste, du fabuliste, ici, fait écho à celle du solitaire. Et donc, en un certain sens, le discours du fabuliste vient expliciter, actualiser, appliquer, pourrait-on dire, le discours du solitaire de la fable. Mais en lui donnant tout d'un coup une sorte de portée politique, totalement absente du modèle. Et surtout, on a l'impression que l'opposition entre vie active et vie contemplative, qui avait déjà été soigneusement tenue à l'écart par le récit de La Fontaine, s'efface ici quasiment définitivement au profit d'autre chose. Au profit d'une opposition entre l'espace public, vous l'avez entendu, le mot public, ô vous dont le public emporte tous les soins. Voilà ce qui est l'activité des magistrats, des princes, des ministres, de tous ceux qui exercent des fonctions dans la société. Donc, une opposition entre l'espace public et l'espace privé. Certes, les rois, les princes et les magistrats, me direz-vous, pourraient être, s'ils le voulaient, comme le vizir du songe. Peut-être pourrait-il, quelquefois, comme le dit le songe, chercher une source pure. Ce serait possible. Mais vous avez vu la leçon de la fable. Ils ne le font pas. Le désert du solitaire, on le voit bien, figure donc d'abord, en réalité, dans la lecture qu'en propose La Fontaine, l'espace privé, l'espace de l'intimité, en fait, pour le dire en un mot, l'espace de l'intériorité.
l'espace où la vie de l'intériorité est possible. Et en un sens, vous voyez, les figures instituées de la retraite dans les fables de La Fontaine, je veux dire par là, vous voyez, le vrai sage, type vieillard de Virgile, type philosophe Cite, type ermite, le vrai sage, retiré, institué dans la retraite, n'apparaît que comme une des modalités possibles, toujours fragile d'ailleurs, aussi fragile que les autres, d'un apprentissage qui est beaucoup plus fondamental en réalité, qui est l'apprentissage du regard en retrait, du regard à la juste distance, non seulement du monde bien sûr, mais surtout, vous l'avez bien compris, de soi. Il s'agit de se regarder soi-même. Sans que cette fable, et une nouvelle fois à la conclusion du recueil, ne réduise l'opposition entre le désert idéal de la sagesse et le monde concret que nous habitons, et les règles de la vie en société. Puisque à ce monde de la transparence rêvé une nouvelle fois, et qui est comme une solution heureuse aux questions posées dès le premier recueil par l'homme et son image, à ce monde de la transparence, donc, se substitue brutalement ce constat amer, très rude, si vous y réfléchissez bien, et qui est présenté par La Fontaine comme la fin du livre. Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Voilà la leçon que je vous offre à vous, rois, magistrats et princes. Voilà ce que je vous donne à lire, votre incapacité à vous voir. Tout au plus, peut-on se demander s'il existe un espace social, et donc, vous voyez, un espace partageable qui permettrait de se protéger de cet aveuglement. Autrement dit, vous voyez ce que nous sommes en train de chercher depuis quelques minutes. Un espace qui serait à la fois dans le monde, tout de même, et pourtant loin du monde et du bruit. Je crois que bien des textes de La Fontaine permettent de s'en faire une petite idée, mais je voudrais lire, pour essayer de répondre à cette question, un tout petit extrait du discours à Madame de la Sablière. C'est le texte 4. Je vais simplement lire le début du texte. Madame de la Sablière, c'est la protectrice de La Fontaine jusqu'à ce qu'elle meure. Très concrètement, La Fontaine est son hôte chez elle. C'est une femme qui a un salon, ou qui a eu un salon au moment où elle était fortunée. C'est une femme savante. Elle est tout à fait un modèle pour les femmes savantes de Molière. Sauf que, évidemment, elle n'est pas ridicule, comme chez Molière. Elle est rompue aux usages de ce que l'on appelle la galanterie. Elle a un privilège unique dans les fables, dans toute l'œuvre de La Fontaine. Elle dispose d'un discours en son honneur. Ça, il y a une ou deux autres personnes qui ont ce privilège-là. Elle disposera d'un discours au moment où La Fontaine est admis à l'Académie française. Et il y a une sorte d'éloge unique dans les fables, au début d'une des fables, le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat, qui est une sorte d'apothéose de Madame de la Sablière. Donc c'est vraiment une amie proche du poète, incontestablement. Ce que je voudrais lire ce texte et simplement faire une ou deux remarques qui nous guideront vers la conclusion. Alors, son nom poétique, c'est Iris. Iris, c'est son nom de Parnasse, comme on dit à l'époque de La Fontaine. Iris, je vous louerai s'il n'est que trop aisé, mais vous avez 100 fois notre encens refusé, en cela peu semblable au reste des mortels, qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blâme point, je souffre cette humeur. Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, le nectar que l'on sert au maître du tonnerre, et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, c'est la louange, Iris. Vous voyez, La Fontaine ne la blâme pas. Il est bon de louer, on loue tout le monde, c'est normal. Jupiter, et bien sûr tous ces petits dieux de la terre. Et il y a des poètes pour ça, c'est très bien. Mais, évidemment, pas Iris. C'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos chez vous récompensent ce point. Propos, agréables commerces, où le hasard fournit sans matières diverses. Jusque-là, quand votre entretien, la bagatelle à part, le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science, les chimères, le rien. Tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore et pensez bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. C'est très significatif. La Fontaine refuse absolument
ici, la poésie de l'éloge officiel, au profit d'un espace qui est très clairement délimité ici, qui est celui de la conversation intime et galante, où l'amitié est possible. Une amitié qui permet et la profondeur et la légèreté, les deux à la fois. Car vous voyez, comme ce texte tient à distance toute forme de gravité qui pourrait être attachée au discours du sage. C'est aussi un espace qui permet la diversité, l'inconstance même. Bref, la conversation des beaux esprits qui cultivent le naturel, la grâce, une certaine forme d'insouciance aussi. Bien sûr, c'est une société choisie, bien sûr, dans laquelle peuvent se développer librement les plaisirs de la conversation particulière. Mais vous voyez qu'à partir de maintenant, c'est tout, absolument tout, sauf un mécénat princier. Si jamais La Fontaine avait rêvé jeune d'une sorte de mécénat princier pour laisser s'épanouir sa muse, vous voyez qu'il est totalement revenu de ce type d'ambition. D'ailleurs, Madame de la Sablière, il faut voir qui c'est au moment où La Fontaine écrit. Bien sûr, c'est une femme extraordinairement brillante, célébrée par tout Paris. Allez, serait devenue normalienne à notre époque. Et on dit qu'elle est très belle aussi, et les portraits l'attestent. Mais cette femme qui reçoit La Fontaine chez elle, c'est une femme ruinée, totalement ruinée, meurtrie par la séparation que lui a imposée son mari, qui lui a arraché ses enfants. C'est cette femme-là qui a perdu une immense partie de son prestige social, que choisit La Fontaine comme protectrice, et qui devient la gardienne de ce qui, à ses yeux, est le plus important, la conversation particulière, les propos de sagesse dans l'intimité, dans l'espace privé, dans un monde où la gaieté, la nonchalance et la légèreté permettent de cultiver quelque chose qui, dans l'épicurisme, s'appelle l'indolence, c'est-à-dire le fait d'être sans trouble, en fait, de ne pas être victime de ce qui nous fait souffrir intérieurement. Mais vous voyez, sur un mode mineur presque, sans affectation, sans appuyer, sans gravité excessive. Vous voyez, à aucun moment le fabuliste ne se présentera comme le sage que l'on vient consulter. Jamais il ne sera équivalent au vieillard de Virgile. Jamais. Tout au plus se charge-t-il de cultiver les beautés légères, gaies, parfois graves aussi, de la poésie, sans jamais revendiquer une sagesse définitive. Oui, vous voyez, il y a bien un rêve de l'absence de trouble et de l'indolence épicurienne chez La Fontaine et de l'indolence des sages tout court, au-delà même de l'épicurisme, qui est une sorte de moment, je dirais, dans la réflexion de La Fontaine, mais sans jamais se présenter comme l'exact décalque, voyez, du bonheur philosophique parfait, plutôt comme une sorte d'initiation légère à celui-ci. Alors, je crois qu'on peut dire que les fables sont bel et bien là pour nous apprendre à nous regarder en toute transparence, pour guérir de l'aveuglement. Et si elles nous emmènent loin du monde et du bruit, et je crois qu'elles le font, je crois que c'est bien de lui que La Fontaine a parlé dans Le Songe d'un habitant du Mogol, c'est parce qu'elles nous permettent de faire l'apprentissage d'une distance intérieure. Elles nous permettent, par les petits tableaux qu'elles font défiler devant nos yeux, par la manière dont elles nous proposent d'éprouver avec discernement les maximes de sagesse que nous utilisons dans des situations variées, elles nous permettent de devenir peut-être chaque jour un peu moins indiscrets, un peu moins comme ce stoïcien indiscret. Alors, peut-être à l'ouverture de ce petit parcours autour du songe d'un habitant du Mogol, l'oisiveté pouvait-elle apparaître chez La Fontaine comme le nœud d'une contradiction, puisque d'un côté, l'oisiveté signifierait la vie solitaire de l'homme qui se retire du monde, le sage, qui se retire dans une certaine forme d'ascèse pour tenter progressivement d'atteindre la véritable tranquillité philosophique. Premier aspect de l'oisiveté, celui peut-être que vous attendiez le moins en lisant le mot oisiveté. Second aspect, que vous attendiez peut-être un peu plus, les plaisirs de l'honnête homme, comme on dit au XVIIe siècle. Le jeu, la gaieté que revendique La Fontaine dans la préface des Fables, l'inconstance, la gratuité du plaisir esthétique. Je crois
me semble, j'espère l'avoir un tout petit peu fait entendre en lisant les textes de La Fontaine, que c'est justement la beauté des fables, c'est leur difficulté aussi, je crois, de nous faire entendre ce passage. Comme si, chez La Fontaine, ce qu'il y a de puissance corrosive d'un Démocrite, d'un Épicure, d'un Socrate, d'autres encore, de ces sages qui se sont retirés du monde, était voilé par toutes les grâces de la subtilité, de l'ingéniosité, du raffinement. Bref, je crois qu'avec La Fontaine, en lisant les fables, en les méditant et en les relisant donc, on glisse sans cesse de l'ascèse au jeu, du jeu à l'ascèse. Ou plutôt, parce que je donne l'impression que c'est deux choses différentes, qu'on glisserait de l'une à l'autre. Mais, ou plutôt, je crois que toujours chez La Fontaine, le jeu engage insensiblement l'ascèse. Vous savez ce que c'est que l'ascèse, Je fais un peu de grec l'espace d'une seconde. Ascésis, c'est l'exercice. C'est le fait de s'exercer. C'est ça l'ascèse. Bon. L'ascèse, c'est donc d'abord la manière dont le sage exerce son âme. Eh bien, je crois qu'avec les fables, l'âme s'exerce, doucement, insensiblement peut-être, mais d'autant plus efficacement, elle s'exerce à la tranquillité et à l'exigence qu'implique la véritable tranquillité. Il y a donc effectivement, en un sens qui est épicurien, mais en un sens qui est peut-être plus large aussi, une pédagogie du plaisir chez La Fontaine, qui est une initiation toujours recommencée à la lucidité. Alors, oui, et c'est le point dont nous étions partis, le plaisir pur du vizir, les biens purs dont rêve le poète dans cette magnifique échappée lyrique du songe d'un habitant du Mogol, ou encore la source pure du solitaire de la dernière fable, le jardin du vieillard de Virgile, sont et restent d'une certaine manière des songes. C'est incontestable, ce sont des fictions, ce sont des utopies dont La Fontaine a parsemé son texte. Mais si nous entrons dans la pédagogie des fables, à ces songes, nous allons nous attacher. Et il faut que nous nous attachions à ces songes. Il faut que nous ayons, sans tristesse mélancolique, si on a bien lu La Fontaine, mais il faut que nous ayons le regret de cette pureté-là. Il faut que nous désirions cette source pure, même quelquefois, ne serait-ce que quelquefois, comme le vizir de la fable, si nous voulons exister vraiment. Sagesse des limites, mais aussi prodigieuse aspiration que font entendre les fables à cette pureté du plaisir, à cette pureté de la vie sage et tranquille. Elle est exigeante, elle exige de regarder en face la cruauté du monde, notre propre cruauté. Elle exige de reconnaître dans ces monstres qui défilent dans les fables notre propre monstruosité, mais tout cela sans l'austérité de ce philosophe scythe qui veut tout détruire, tout réduire à un universel abattu. C'est autre chose. Dans l'espace de la conversation privée, que peut s'initier le chemin de la liberté intérieure, de la juste distance. J'espère avoir honoré autant que possible cet équilibre très délicat de la poésie lafontainienne, de l'avoir fait entendre dans ses nuances et ses inflexions, mais ce que j'espère surtout, c'est qu'il soit pour nous une leçon, que cette juste distance intérieure dont il parle, que cette liberté intérieure dont il nous fait faire l'expérience dans le regard des fables, devienne nôtre. Comme c'est l'usage, tous ceux parmi vous qui estiment avoir épuisé leur temps libre peuvent rentrer, dormir, se reposer, car il est bon de ne pas veiller sans indiscrétion. Et puis ceux qui veulent rester pour échanger, pour prolonger les plaisirs de la conversation particulière, eh bien le peuvent, et je prends toutes les questions qui viennent. Voilà, merci en tout cas de votre présence et de votre attention.